Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative du BIM. Nous allons voir ensemble, dans un premier temps, la définition du BIM. La différence entre un flux de travail au sein d'un projet traditionnel comparé au flux de travail au sein d'un projet BIM. Qui sont les intervenants et les nouveaux métiers liés aux méthodologies BIM? Nous mettrons en avant les avantages et surtout les inconvénients d'une telle méthodologie. On parlera également des données d'un projet. Comment sont structurées ces données? La grande différence entre l'Open BIM et le Close BIM, et nous détaillerons surtout l'Open BIM. Nous verrons les différents standards de l'Open BIM, tels que l'IFC, l'IDS, l'IDM, l'IFD et j'en passe. On verra également les LOG, les LOI, les LOD, les ND et les LOA. Nous définirons les différents niveaux du BIM, ainsi que ses dimensions. Nous mettrons en corrélation les dimensions et les niveaux du BIM, et nous verrons l'utilité d'intégrer un système de classification aux éléments objets d'un projet BIM. Nous terminerons par définir les bonnes méthodologies et les contrats entre les intervenants garantissant le succès d'un projet BIM. Le BIM, c'est le Building Information Modeling. En français, modélisation des informations de la construction. C'est finalement des méthodes de travail sur une maquette numérique paramétrique 3D. Et cette maquette va contenir toutes les données et elles seront donc structurées. Le partage de l'information sera donc fiable tout au long de la durée de vie d'un bâtiment ou de l'infrastructure, de la conception jusqu'à la démolition. Le BIM, c'est finalement une suite de processus et des méthodes de travail utilisées tout au long de la conception, de la construction et de l'utilisation du bâtiment. On va donc définir qui fait quoi, comment et à quel moment. Donc dans une méthodologie non BIM comme nous la connaissons actuellement, que ce soit en conception ou que ce soit en exécution, on a un grand nombre d'intervenants ayant de la donnée complètement disparate, des plans plus ou moins à jour, et donc en phase d'exécution, c'est là qu'on se rend compte des problèmes, donc des erreurs, et ça engendre du retard. Dans une méthodologie BIM, on favorise donc les échanges, on va avoir une donnée qui est beaucoup plus structurée, qui est généralement stockée sur un serveur où chaque intervenant a accès à cette donnée, et donc normalement ça engendre beaucoup moins d'erreurs, et donc un gain de temps. Donc si on regarde un peu les différents intervenants, dans conception on va avoir le maître d'œuvre, les bureaux d'archi, d'ingénieurs, de géomètres, PEB, puis on va passer dans une phase de contrôle, et puis une phase d'exécution, où on va donc construire le bâtiment. Et puis après, quand ce bâtiment est construit, on va passer en phase d'exploitation, donc avec le Facility. Donc on va avoir la création de nouveaux métiers BIM. Donc toute la partie conception, généralement on appelle ça des BIM modelers. Le BIM modeler, c'est finalement l'ancien dessinateur, comme on l'entendait dans les anciens projets. On va avoir un coordinateur BIM, c'est finalement une vérification des différentes maquettes. Alors, le coordinateur BIM peut être le BIM modeler sur de petits projets. Sur de gros projets, on va avoir un coordinateur BIM qui va chapeauter une multitude de BIM modelers, et généralement ça se fait par l'architecture, on va avoir plusieurs BIM modelers chapeautés par un coordinateur BIM. Même chose pour tout ce qui est structure, et ainsi de suite. Le manager BIM, c'est finalement le chef d'orchestre du projet, c'est lui qui va chapeauter l'entièreté du projet, de la conception à la gestion, où il va donc passer la maquette 3D au Facility Manager pour l'exploitation du bâtiment. Donc le BIM Manager va vérifier que le projet avance correctement dans toutes ses phases et va vérifier l'intégrité du projet. L'avantage d'une maquette numérique, ça va nous permettre d'effectuer énormément d'analyses et de simulations qui sont bien plus compliquées à réaliser avec une méthodologie non BIM. On va pouvoir vérifier tout ce qui est calcul énergétique, les calculs de structure, les détections de conflits entre les différentes disciplines. On va avoir donc un respect de normes, de budget, et on va avoir une visualisation bien plus simplifiée. Ça va permettre une collaboration entre tous les intervenants d'un projet, soit par des échanges de données, soit en permettant une intervention sur un seul et même modèle. Les inconvénients, par contre, c'est un niveau de détail très important dès le début du projet,
à cause de la paramétrisation de tous les éléments, une implication de toutes les parties prenantes du projet en vue de l'élaboration d'un modèle BIM complet, l'achat d'un ou de plusieurs logiciels permettant la mise en place de la méthodologie et de la formation aussi des utilisateurs, une formation de BIM Modeler pour tous les intervenants. Pour le moment, le BIM reste un surcoût certain pour un projet, et on a également la nécessité d'un coordinateur BIM à tous les niveaux du projet et également d'un BIM manager. Donc on va avoir plusieurs types de BIM. On va avoir ce qu'on appelle le BIM fermé, le close BIM, où ici on a un échange qui se fait sur un format propriétaire. C'est ce que vous connaissez actuellement avec les suites Autodesk. Donc Revit va échanger avec Robo, va échanger avec Navisworks, va échanger avec AfraWorks, AutoCAD et Recap sur des formats propriétaires, que ce soit de l'RVT, du DOEG, du RCP ou autre. L'OpenBIM, c'est un format qui est normalisé. C'est ce qu'on appelle l'IFC. N'importe quel logiciel dit BIM doit savoir sortir un format IFC pour l'échange de données. Je vais plutôt m'attarder sur la partie OpenBIM. Il existe plusieurs formats dans l'OpenBIM. L'IFC, qui est le plus connu, c'est le format d'échange standard ouvert et normalisé sur la donnée graphique. L'IDS, qui est une norme de définition des livraisons d'informations, on parlera de l'IDM. Le BCF, qui est le protocole de communication des actions de coordination. Le BSDD, qui est une normalisation des termes de la construction, donc c'est du dictionnaire. Et la normalisation des échanges non graphiques, qui est le tableur, grâce à Copy. Ce sont plutôt des besoins fonctionnels. L'IFC, l'Industry Foundation Places, c'est une norme ISO, c'est la 16739 de 2016. C'est un format de fichier orienté type STEP, qui est destiné à assurer l'interopérabilité entre les différents logiciels de maquettes numériques et entre les différents logiciels BIM. C'est un format ouvert et non crypté, donc vous pouvez le lire aisément. Il existe aussi les IFC XML, mais je n'en parlerai pas ici. Alors l'IFC, ça va permettre de représenter la géométrie des objets, la relation et les liens avec d'autres objets, les propriétés, les métadonnées nécessaires à la gestion de l'information et les informations non graphiques. Donc si je prends un fichier IFC, on va avoir une en-tête, on va avoir des objets, des relations et des propriétés. Donc les objets en tant que tels, IFC Object Definition, les relations, c'est les IFC Relationships, et puis après les propriétés, l'IFC Propriety Definition. Donc si je prends le fichier d'en-tête d'un fichier IFC, je vais retrouver au tout début la norme ISO 10303-21 de 2002, c'est le format STEP. C'est sur ce format que tous les fichiers IFC sont définis. Un peu plus bas, vous allez retrouver le file schéma, qui est finalement la version de votre fichier IFC. Ici, ça sera un fichier IFC 4, donc c'est l'ISO 16739. Une nouvelle version de l'IFC sera bientôt disponible, l'IFC 5, qui traitera principalement du domaine des infrastructures. Dans le fichier IFC, en tant qu'objet, vous allez avoir des processus, donc des intervenants, des tâches, des contrôles, des coûts, des temps et j'en passe, des objets non tangibles, projets, sites, espaces, limites virtuelles, des objets tangibles, des murs, des portes, des toits et des poutres. Donc vous allez avoir une hiérarchie dans le fichier IFC, vous allez avoir donc les processus, le projet, le site de projet, le bâtiment, le site bâtiment, puis le plan de bâtiment, que ça soit défini en espace ou en pièces, et après les éléments à proprement parler, les murs, les portes, les fenêtres. Tous ces éléments-là vont avoir des propriétés, et vous allez avoir toutes les relations entre tous les éléments. Le Global Unique Identifier, vous allez le retrouver que ce soit dans les propriétés Revit, ou ici dans le fichier IFC du même projet. L'IFD est l'International Framework for Dictionaries, c'est une norme ISO 12006-3 de 2016. C'est une bibliothèque standard d'éléments et de propriétés pour les traductions dans les différents logiciels. Le Building Smart est une référence, et vous avez le BSDD qui est le Building Smart Data Dictionaries. L'IDM est l'International Delivery Manual, c'est une norme ISO, c'est la 29481-1, c'est une méthodologie d'échange d'informations entre les différentes parties, donc c'est vraiment une norme. Le service découlant de cette norme est l'IDS, l'Information Delivery Service. Ça va nous permettre dans un projet de définir les métadonnées nécessaires pour certains éléments. Donc par exemple, prenons l'objet porte. L'objet porte doit avoir une propriété RF, elle doit exister pour chaque élément porte, mais je veux que tous mes éléments soient RF 1 heure. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans l'IDS et dans l'IDM.
Le BCF, c'est un utilitaire de gestion de conflits au sein de la maquette et de l'équipe. Le conflit est attribué à une équipe ou à un modeleur. Ça permet de gérer et de coordonner, ainsi que de lister les conflits, les actions et leur résolution. COBie, c'est un standard d'échange de données non graphiques. Ce sont finalement des échanges standardisés de tableurs. Les LOD ou LOG, c'est le Level of Detail ou Level of Geometry. Pour un log de 100, ce sont des éléments conceptuels, c'est vraiment en phase d'esquisse. Pour un log 200, on va avoir une modélisation approximative avec des détails généraux. Les LOD 300, c'est une modélisation avec des détails spécifiques, on est en phase de projet. Le LOD 400, c'est une modélisation des informations de construction, c'est une phase d'exécution. Le LOD 500, c'est le plus haut niveau de LOD et il correspond au construit, donc à l'as-build. Vous avez également les Level of Information, les LOI. Dans un LOI 100, on va avoir une information conceptuelle, donc on est en phase d'esquisse, c'est le nom de l'objet et l'utilisation générale. En 200, c'est de l'avant-projet, on va avoir des spécifications techniques et des matériaux de base. En phase projet, on est en niveau 300. On va avoir des performances détaillées, des informations réglementaires, des coûts estimés, des numéros de catalogue de produits. En 400, c'est en phase d'exécution. On va inclure les spécifications techniques avancées, les normes spécifiques de l'industrie et les détails de fabrication de ce niveau. Et en 500, c'est de l'as-build, c'est l'information sur la gestion et l'entretien du bâtiment, donc c'est du facility management. Les level of development ou les niveaux de développement, c'est finalement la combinaison du graphique et de l'information. Vous allez donc avoir un LOD. Le LOD 100, les informations non géométriques sont minimum, tandis que les détails géométriques des objets sont conceptuels. En LOD 200, le niveau intègre des informations plus détaillées et maintient des détails géométriques approximatifs. Le LOD 300 devient plus précis à la fois en termes d'informations et de détails géométriques. Le LOD 400, c'est les informations de construction, telles que les spécifications et les détails techniques. Tout est intégré et on maintient un niveau de détail géométrique assez important. Le LOD 500 comprend les informations complètes, y compris les coûts d'entretien, de maintenance, ainsi que les détails géométriques précis provenant généralement de l'as-build, donc à partir d'un jumeau numérique. Alors maintenant, je vais un peu vous parler de loin. Le loin, c'est le Level of Information Need. Le loin doit être défini dans le cahier spécifique des charges, dans le protocole BIM et dans le plan d'exécution BIM. Le loin définit finalement le LOG et le LOI nécessaires au projet. Le niveau 0, c'est le mode de réalisation et de représentation d'un projet sous forme numérique actuellement enseigné. C'est ce que vous voyez ici au bac 1, donc finalement c'est un peu de l'AutoCAD. Les chartes graphiques et les normes, elles ne sont pas structurées, la collaboration est difficile, surtout si on considère que beaucoup de projets ne sont pas géoréférencés, n'ont pas les mêmes unités, et même qu'il y a une rotation ou une translation. Sans parler des noms et des couleurs des calques différents, des fichiers d'impression et de police, de textes exotiques. Le niveau 1, c'est la réalisation d'un projet conçu sous une forme d'une maquette numérique tridimensionnelle, structurée suivant des standards échangeables. On va donc généralement avoir une numérotation de plans, une géolocalisation, des présentations spécifiques, des systèmes d'approbation et de diffusion de plans. Il n'y a pas vraiment de collaboration, car chacun publie et met à jour ses données individuellement. Le partage électronique et la diffusion des plans habituellement 2D entre les différents acteurs se fait via un environnement de données commun, comme par exemple un SharePoint, un Autodesk A360 ou autre. C'est actuellement ce que nous réalisons dans le BIM 2.1 en bac 2. Dans le niveau 2, la collaboration commence. Les architectes, ingénieurs et autres produisent une maquette 3D individuellement. C'est un travail plutôt asynchrone et généralement par lot. Ces maquettes sont progressées de concert et sont échangées en utilisant un format de transfert type IFC ou via un format propriétaire comme Autodesk. En combinant ces maquettes, nous obtenons un seul et unique modèle où on peut détecter les conflits, c'est généralement le travail du coordinateur BIM. C'est actuellement le niveau que nous enseignons en bac 2, BIM 2.2. Donc le niveau 2, c'est un modèle graphique ou une maquette 3D créée avec un logiciel BIM comme Revit, Archicad, Tekla ou autre,
avec un format IFC en échange, des données non graphiques incluant par exemple des informations importantes sur l'utilisation et la maintenance de l'ouvrage, une structuration de la donnée suivant les standards, la définition des différents processus, un contrôle des échanges de données, un environnement de données commun. Le niveau 3, c'est un modèle unique qui va être stocké sur un serveur centralisé, accessible par tous les intervenants et durant toute la vie du projet. Ce niveau n'est pas à proprement parler disponible. La technologie actuelle ne permet pas encore l'accessibilité du niveau 3 à tous. On va avoir des problèmes de normes, des problèmes de contrats, mais surtout des problèmes de propriété intellectuelle et de responsabilité. Des problèmes de réglementation de l'accès, des modifications et l'enregistrement de la maquette numérique unique. C'est le niveau enseigné en Bac 3 dans l'option BIM. Le BIM 2D, ce sont finalement les plans papier, les plans 2D comme nous connaissons tous. Le BIM 3D, c'est la modélisation 3D d'un bâtiment, X, Y et Z. Ça va permettre une meilleure visualisation, on va pouvoir commencer à détecter des interférences, faire de la préfabrication, des relevés de situation existantes, des calculs de quantité, des mises à jour automatiques de coupe et bien d'autres. Le BIM 4D, c'est la même chose que le 3D, avec la notion de temps supplémentaire. Vous allez avoir la notion de planning de construction via une maquette 3D. Que ça soit en phase de conception et que ça soit en phase d'exécution. Le 5D, c'est la même chose que le 4D avec la notion de coût. De nouveau, que ce soit en conception ou en exécution, vous allez avoir une estimation de coût de la construction et ça permet de visualiser la situation financière de projet à un instant précis. Le BIM 6D ou eBIM correspond au développement durable d'un bâtiment, réalisation également des analyses énergétiques de celui-ci. Le BIM 7D contient toutes les informations nécessaires pour l'utilisation et la maintenance de l'ouvrage. Le BIM 7D, c'est délivré à la fin de la construction et ce sont généralement des plans as-built avec le jumeau numérique. Donc le niveau 0 correspond au 2D classique, voire un certain 3D. Donc on va avoir un dessin avec des lignes et textes, une modélisation d'objets et de structures. Le BIM niveau 1, c'est du 2D, du 3D sous forme de maquette numérique. Le niveau 2, c'est du BIM 3D avec une pluridisciplinarité et une interopérabilité entre différents logiciels. Le BIM niveau 3, on va retrouver du 4D, du 5D, du 6D, du 7D, donc structure, planning, étude de prix, données intégrées et interopérabilité sur une même maquette sur serveur. Les systèmes de classification, c'est un complément de classe d'objets IFC pour préciser la qualification des ouvrages. Par exemple, la classe IFC Wall désigne des parois de manière générale, mais ne permet pas de distinguer une cloison d'un mur extérieur. On pourra donc, sous le paramètre IFC classification référence, attribuer un code de la classification Uniforma 2 2015. Prenons comme exemple le B2010, mur extérieur, et le C1010, cloison. Ça permet une compréhension univoque. Bien que l'IFC 4 regroupe 776 classes, une classification peut être mise en correspondance. Il existe bon nombre de classifications, l'Uniforma 2 2015, l'Omniclass, l'Uniclass 2015. Et encore bien d'autres comme vous pouvez le voir ici. Comment garantir le succès de votre projet BIM? Notamment grâce au protocole BIM, qui est un document contractuel majeur décrivant les conventions de modélisation, les différentes attentes en matière de BIM, ainsi que les éventuelles modifications contractuelles nécessaires pour permettre l'usage du BIM. Ce protocole fait l'objet d'un document à part entière. Je vous mets un lien vers le modèle de protocole de référence, qui est le protocole BIM belge, protocole de référence national pour les bâtiments. Vous avez également le plan d'exécution BIM, qui décrit l'application des conventions dans la pratique. Il établit les accords entre les différents partenaires sur la façon de travailler. Ce document se veut évolutif, il est mis à jour régulièrement au cours du projet, en fonction des besoins et des idées des différents partenaires du projet. On met en place ou non également un IDS. Donc pour conclure, je vais vous mettre en lien par exemple Building Smart, qui est l'organisme certificateur des normes BIM, et je vous en souhaite bonne lecture.